Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce dernier épisode de la semaine pour Dev Café, l'émission qui vous résume toute l'actualité du dev mobile en une dizaine de minutes. Et d'ailleurs, on approche bientôt du 150e numéro et je voulais une nouvelle fois vous remercier de me suivre dans ces aventures. Et aujourd'hui, il n'y aura quasiment pas de hors-sujet au programme avec du Flutter, du React Native et des infos autour d'Android et d'iOS, voire même un peu plus large avec les boutiques d'appli qui mériteraient peut-être de se faire taper sur les doigts. J'espère en tout cas que ce programme vous plaira et je vous embarque dans ce numéro 143. Pour commencer, je trouve que des choses assez étonnantes se produisent chez Flutter en ce moment et je me demande si c'est pas lié au licenciement. Car la semaine dernière, en l'espace de 2 jours, il y a eu 2 versions consécutives. Et bien vous savez quoi ? Et bien rebelote cette semaine avec une 3.7.4 mardi soir, puis une 3.7.5 mercredi. Alors si je vous mélange le changelog des 2 versions à la fois, il y a un bug assez dérangeant qui est corrigé sur Flutter Web, où il était plus possible de charger un site si l'URL de départ n'était pas le /. Des corrections sont ensuite en rapport avec la localisation, puis sur la 3.7.5, un bug est corrigé lors de l'utilisation du stylet d'Apple, puis un autre avec Impeller. On poursuit dans le multiplateforme avec Expo qui reçoit 3 mises à jour. Tout d'abord, le package Google Fonts est synchronisé avec la base de Google pour utiliser les toutes nouvelles polices. N'oubliez d'ailleurs pas qu'en Europe, l'utilisation de Google Fonts est conditionnée au consentement de l'utilisateur. Je vous avais parlé de la fameuse amende de 100 € en Allemagne. Ensuite, dans le cadre d'Expo 48, je vous avais annoncé qu'il y aurait Expo Image et Expo Router qui feraient l'apparition en version stable, et c'est bien le cas. D'ailleurs, avant d'y revenir dessus, c'est assez étonnant car sur NPM, la version 48 d'Expo elle est disponible, mais le tag Latest y pointe toujours sur la 47. Bon, pour en revenir à Expo Image, l'idée c'est de remplacer le composant Image de React Native, mais aussi de l'améliorer avec le support des derniers formats d'images comme l'AVIF ou le HEIC, ou encore l'intégration des placeholders, des transitions, ou encore de mettre des effets de flou. Et pour ce qui est d'Expo Router, lui aussi il est dispo en version 1.0, et là l'idée c'est d'offrir une surcouche à React Navigation en gérant des routes par fichier, sachant qu'à peine cette V1 est sortie que le contenu de la V2 est déjà annoncé car elle contiendra des potentiels breaking changes. Voilà donc pour les nouveautés côté React Native, on va espérer qu'ils fassent pas comme Flutter en sortant une version par jour. Et après avoir évoqué ces 2 frameworks multiplateformes, je vais pas vous parler du 3e Lascar, à savoir Ionic, puisqu'il suit logiquement son petit train-train des bêtas pour la version 7. On va donc pouvoir enchaîner avec l'écosystème Apple, et pas plus tard qu'hier, je vous ai parlé du format de vidéo AV1 qui est notamment utilisé par les Reels de Facebook ou d'Instagram. Comme nous le révèle VideoCardz, Safari 16.4, c'est-à-dire la dernière version intégrée sur les bêtas d'iOS et macOS, ce fameux format aurait dû faire partie du changelog, mais étonnamment, les 2 mentions ont été retirées. Et MacG a pu vérifier que ni sur macOS ni sur iOS, ces formats étaient gérés par le navigateur. Finalement, ça sent la fonctionnalité retirée au dernier moment. Et justement, je vous ai évoqué iOS 16.4, qui d'ailleurs pour l'heure n'en est qu'à sa phase de bêta, et généralement dans les versions en point quelque chose, Apple va jusqu'au point 7, c'était le cas par exemple sur iOS 15. Il est donc logique qu'un iOS 16.5 pointe un jour ou l'autre le bout de son nez. Et cette fois-ci, c'est MacRumors qui prend le relais pour annoncer que cette iOS 16.5 devrait être la dernière vraie mise à jour avant l'annonce d'iOS 17, qui sera dévoilée en juin à la WWDC, c'est la conférence pour les développeurs d'Apple. D'ailleurs, petite info, vu que WWDC c'est assez dur à dire, les gens d'Apple disent à la place WWDC, qui d'ailleurs se transforme généralement en DubDub. Donc au cas où, désormais si vous entendez ce terme, vous saurez de quoi il s'agit. Bon, je referme cette parenthèse car cette iOS 16.5 devrait intégrer des fonctionnalités qui avaient été annoncées justement l'année dernière à la WWDC de 2022, avec notamment le paiement différé sur Apple Pay ou encore iMessage Contact Key Verification, mais qui est plutôt destiné à une niche, c'est-à-dire aux personnes qui peuvent être ciblées par des attaques ou des surveillances, comme des journalistes ou des activistes. Et l'idée de cette fonction serait que l'application pourrait notifier si un acteur tiers vient écouter les conversations. En revanche, on ne sait pas trop comment Apple pourrait identifier ça. Bref, cette iOS 16.5 c'est pas pour tout de suite car il faudra déjà attendre que la 16.4 soit disponible pour tous en version stable, sachant que pour rappel, elle apporte principalement des nouveautés pour les PWA et les web apps. Et voilà pour ces infos cross-platform et chez Apple, on passe donc tout de suite aux actus en bref et quelque chose me dit qu'il y a un tout petit changement. Et non, c'est pas l'absence de Dev Café dans le top des influenceurs français. Alors saurez-vous le deviner? Vous allez me dire. Depuis 2003, Google propose des concours de code sous la houlette de CodeJam.
Différentes déclinaisons ont été lancées depuis comme Kickstart, Hashcode ou encore Google Coding Competitions. Malheureusement, cette 20e édition sera aussi la dernière car Google ne réitérera plus ses efforts. Sans vraiment connaître les raisons, rendez-vous le 15 avril pour l'ultime célébration. On continue avec TikTok qui, après les États-Unis, est désormais banni des téléphones des employés de la Commission européenne au nom de la protection des données. La question n'est peut-être pas de pointer du doigt cette suspension, mais plutôt pourquoi elle n'a pas été faite plus tôt, car TikTok n'est pas vraiment un réseau social professionnel. Sur un sujet éducation maintenant, on sait que Meta est prête à tout pour démocratiser le métavers, même si jusqu'à présent ses efforts n'ont pas vraiment pris auprès du grand public. Mais une nouvelle étape vient d'être franchie car la 5e école du métavers a été lancée à Villeurbanne, près de Lyon, en partenariat avec Simplon pour former des élèves en alternance pour devenir des développeurs autour de la réalité virtuelle et augmentée. Sans transition, F-Droid est une boutique d'applications Android dont le code source est ouvert et l'un des derniers ajouts est le célèbre éditeur Emacs dont l'interface ne semble pas avoir été forcément bien optimisée pour un usage mobile. Et pour finir, un baromètre d'influenceurs avec, je cite, la meilleure media value de 2022 vient d'être publié. Côté French Tech Influencer, malheureusement pas de Dev Café en vue, mais Jojol, Geekmap ou encore Emote 3K. Pour ma part, je suis ravi de les découvrir, à noter que d'autres catégories comme la mode, le gaming, les opérateurs mobiles ou les supermarchés sont présentés avec pour chacune des déclinaisons TikTok, Instagram et YouTube. On reprend avec un sujet autour de l'Android System Intelligence et des Private Compute Services dont je vous avais parlé il y a un petit moment. L'idée c'est que certaines fonctionnalités comme l'affichage des sous-titres sur l'audio diffusé en direct sur les téléphones, ou alors les suggestions de réponses pour les messages, mais aussi le Shazam-like qui est intégré sur les téléphones Pixel, ils n'ont pas besoin d'internet car ils tournent tous en local. L'idée c'est que tout est géré dans ces Private Compute Services, sachant que chaque fonctionnalité peut être mise à jour de manière indépendante, par exemple par les Play Services ou avec des APK différents. Seulement, ce système de mise à jour à distance, il est certes intéressant, mais on voit qu'il peut être très facile de compromettre une mise à jour et de faire finalement n'importe quoi avec. Et c'est à ce titre que notre cher Michel a mis la main sur une API appelée Protected Download. Et si on lit la description, elle permet, et je cite, le téléchargement de ressources avec le support d'une vérification basée sur des logs de transparence binaire, garantissant que ces ressources sont bien celles fournies par Google. L'idée c'est donc que cette mécanique est livrée en open source pour s'assurer qu'aucune donnée personnelle n'est envoyée à Google. Le premier use case c'est celui de Play Protect. Voilà, donc si ça vous intéresse de voir si Google ne nous ment pas, eh bien rendez-vous sur le commit en question pour vous faire une opinion, et comme d'hab, le lien il est dans la description. On poursuit avec le Google Play dont il existe notamment une version pour les enfants avec contrôle parental. Alors sur le papier, on se dit donc chouette, Google a bien fait le boulot, mais après cette news, vous vous direz peut-être pas vraiment. Car pour être certifié comme des applications pour les enfants, il faut valider un certain nombre de critères, d'ailleurs 15 pour être précis, en tout cas pour le cas anglais. Et justement, une étude publiée par des chercheurs anglais montre que sur leur set de recherche qui est quand même basé sur plus de 400 applications, eh bien un quart ne respecte pas ces 15 critères. Alors il est assez difficile de trouver le fautif car Google a l'air de s'asseoir aussi allègrement sur les vérifications. Par exemple, des applications qui ne sont ni Peggy 3 ni Peggy 7 sont listées dans la section des applications pour les enfants. Mais en réalité, si on lit bien la description de la version famille du Google Play, eh bien Google rejette la faute sur les éditeurs car ils indiquent, et je cite, que les développeurs sont tenus de s'assurer que leurs applications soient conformes avec toutes les lois applicables à leur public cible, y compris les enfants. Et les découvertes des chercheurs ne s'arrêtent pas juste à du pays car 11% des applications collectent des données personnelles sans en demander clairement la permission ou alors de manière vague. Et si on s'arrête quelques secondes sur ce graphique, il y a de quoi prendre peur car ce sont toutes les infractions à l'ICO, c'est-à-dire l'organisme anglais en charge de la protection des enfants dans le numérique. Et sur ce deuxième graphique, ce sont le nombre de données récupérées avec pour principal l'adresse IP. Pour l'heure, l'ICO n'a été créé qu'il y a un an environ et a plutôt visé les développeurs avec 9 enquêtes en cours. Sachant que les amendes peuvent atteindre 17,5 millions de livres sterling ou alors 4% du chiffre d'affaires annuel mondial, mais pour eux, Google n'est pas tout blanc dans cette histoire et pourrait être l'une de leurs prochaines cibles. Et enfin, toujours sur le Google Play, on nous demande de remplir la fameuse section de Data Safety qui nous oblige à expliquer comment les données des utilisateurs sont manipulées. Et comme vous le voyez, Mozilla a enquêté sur le sujet et il en ressort que dans 80% des cas, les données fournies sont partiellement ou entièrement incorrectes. Vous pouvez télécharger l'étude qui fait une vingtaine de pages,
Mais bon, j'imagine que comme moi, vous regardez les images en premier. Et si on s'intéresse au tableau sur le top 20 des applications gratuites, seules 3 sont OK. Dans l'autre colonne, 10 sont incomplètes, dont 4 de chez Google. Et enfin, 6 sont totalement à la rue. Et vous noterez d'ailleurs que ce sont essentiellement des réseaux sociaux. Et sur le top 20 des applications payantes, c'est même pire, car l'essentiel est dans la colonne pour ou donc mauvais, avec du Minecraft ou du GTA. Et vu qu'encore une fois, on préfère lire les gros titres, si 80% sont en dehors des clous, celles qui sont qualifiées de pour ou donc mauvais représentent 40%. Bref, que ce soit sur ce sujet ou celui des enfants juste avant, on voit que Google a quand même une énorme marge de progression. Et voilà, on s'arrête là pour ce dernier numéro de la semaine, mais rassurez-vous, on se retrouvera dès lundi pour de nouvelles aventures mobiles. En attendant, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Mais bon, si DevCafé est en repos pour ce week-end, il y aura quand même 2 vidéos qui seront publiées pendant ce week-end, donc une samedi et une dimanche. N'hésitez pas à activer la cloche pour être notifié. Et allez, bonne fin de semaine à toutes et tous, et à lundi dans le pire des cas.